Mon nom est Raja Chatila, je suis professeur à Sorbonne Université, en fait la faculté des sciences et de l'ingénierie, c'est-à-dire l'ex-université Pierre et Marie Curie. Je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique. Alors je vais parler ce matin de l'intelligence artificielle, de la robotique, de ces technologies, de ces domaines qui sont de plus en plus présents dans notre vie quotidienne. Je vais commencer par les fondements scientifiques, parce que nous sommes une communauté de plusieurs disciplines et on n'a pas forcément la même formation ou la même connaissance, disons, des principes scientifiques. Et c'est important de les comprendre parce que ça va éclairer finalement leurs limitations, leurs capacités au-delà des discours plus ou moins médiatiques. Et je vais ensuite focaliser sur les questions éthiques qui sont posées par ces systèmes, dans la mesure où, effectivement, depuis quelques années, on constate des problèmes éthiques, sociétaux, légaux, qui sont nouveaux et qui prennent une dimension différente, en tout cas, et il y a des réactions par rapport à cela. Je vais donc conclure mon exposé sur les recommandations d'un groupe dont je fais partie, qui s'appelle le groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle, qui a été nommé par la Commission européenne, et dont les recommandations, qui datent du mois d'avril dernier, pourraient fournir la base d'une législation européenne sur ces questions-là. Et la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé qu'au cours des 100 premiers jours de son mandat, elle allait proposer une législation concernant l'intelligence artificielle. Donc on verra d'ici le mois de mars qu'est-ce que ça va donner. Bien. Alors, je crois que le format de la journée, qui est très intéressant, consacre une demi-heure entière à la discussion. Donc je vais essayer de tenir en une demi-heure ma présentation. Alors, je ne vais pas remonter très loin pour parler des fondements de l'intelligence artificielle. Je vais remonter jusqu'à Turing, qui n'est quand même pas n'importe qui, puisque Alan Turing est finalement considéré comme le fondateur, ou l'un des fondateurs en tout cas, de l'informatique. Et Alan Turing est un mathématicien qui, dans les années 30, a proposé quelque chose qui est extrêmement essentiel, qui est très important, qui est ce concept de machine de Turing, ce qu'on appelle la machine de Turing ou la machine de Turing universelle, qui est un modèle formel de l'ordinateur, de tous les ordinateurs qui existent aujourd'hui. Ce modèle de Turing, en fait, cette machine de Turing répondait à une question, qui est une question dans la théorie de la calculabilité. Donc là, il faut que je remonte un peu plus loin, mais je vais le faire très rapidement, puisque au tournant du XXe siècle, donc il y a eu un grand congrès de mathématiques à Paris, et David Hilbert a annoncé 23 défis, 23 questions, 23 problèmes que les mathématiques devraient adresser au cours du XXe siècle. Et l'un des problèmes était justement de la cohérence des mathématiques. Est-ce que dans les mathématiques, on peut garantir qu'il n'y a pas des énoncés contradictoires? Est-ce qu'on peut démontrer tous les énoncés? Et on espérait... Ça marche pas? Ça, c'est pour, ah oui, d'accord. Ça, c'est pour la caméra, mais ça, okay. c'est pour le pub. Si, pour très bien. Salle, est-ce que vous m'entendez? Le micro est-il utile? Oui, ça va? Bon. Donc la question, est-ce que tout est calculable, était posée. Et c'est donc en 1931 que Kurt Gödel, qui est un mathématicien, un logicien autrichien, a démontré en fait qu'il existe des énoncés non démontrables. Donc ça c'est l'incomplétude, le premier théorème. Et il a donc engagé finalement une réflexion, ce théorème de Gödel, sur qu'est-ce qui est calculable. Et c'est en 1936 donc, que Alan Turing, simultanément avec Alonzo Church, donc je reviens sur Turing, aux États-Unis, ont
formulé ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing, mais indépendamment, qui dit que les fonctions calculables, ce qui est calculable, ce sont les fonctions récursives. Et les fonctions récursives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions qu'on peut écrire comme un algorithme. En fait, ce sont des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Et comme un algorithme, c'est-à-dire une séquence d'instructions, une séquence de calculs qui se termine à un moment donné, qui s'arrête donc, pour fournir une réponse. Et la machine de Turing, c'est une sorte de modèle abstrait de ce processus de calcul algorithmique. Et ce modèle, donc, est celui sur lequel est basé nos ordinateurs. Donc, nos ordinateurs ne font qu'exécuter des algorithmes qui sont écrits pour un objectif quelconque. Et je reviendrai beaucoup sur cette notion-là parce qu'elle est vraiment fondamentale. Alors, Alan Turing, donc, à 1950, il était déjà dans une situation, dans une interdisciplinaire, puisqu'il a écrit un article dans une revue qui s'appelle Psychology and Philosophy, c'est Mind. Mind, c'est une revue de psychologie et de philosophie. Et dans cet article, qui s'intitule Computing Machinery and Intelligence, il pose la question, les machines peuvent-elles penser? Donc, cette question qui est posée par Alan Turing, bien sûr, concerne les machines, c'est-à-dire le modèle de l'ordinateur, la machine de Turing. Est-ce que les ordinateurs peuvent penser? Alors, il a proposé un certain nombre d'arguments qui pourraient aller à l'encontre de cette capacité de pensée de la machine, pour les contredire et conclure que, selon lui, oui, les machines pourront penser, mais que pour y arriver, ça va prendre du temps, de la recherche. Il n'était pas très optimiste sur la vitesse à laquelle on arriverait à faire ça. Déjà, donc, pour lui, 50 ans plus tard, c'est en l'an 2000, une machine pourrait faire illusion pendant quelques minutes, mais pas plus. Et effectivement, on n'a toujours pas une machine qui peut penser aujourd'hui. Seulement, le problème qu'il s'est posé, Turing, c'est comment est-ce qu'on peut le savoir si elle pense, la machine? Et il n'a pas proposé une réponse solide en fait à cette question, parce que ça l'aurait obligé à définir qu'est-ce que ça veut dire penser, ce qu'il a voulu éviter. Et il a proposé donc ce qu'on appelle le jeu de l'imitation, ce qu'on appelle le test de Turing aujourd'hui, qui est représenté un peu dans cette figure, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui interroge deux entités, mais il ignore qui est qui. L'une des entités est un être humain, l'autre entité est la machine, le système d'intelligence artificielle. Et notez que Alan Turing n'a pas utilisé ce terme, intelligence artificielle. Donc il échange avec eux, et si donc il n'arrive pas à déterminer qui est la machine et qui est l'être humain, ben, ça veut dire que la machine imite parfaitement l'être humain, donc la machine peut penser. Alors c'est un peu faible comme argument, évidemment, mais après tout, si on y réfléchit, comment est-ce qu'on peut démontrer que je pense, moi? C'est probablement quelque chose qui est, enfin philosophiquement, c'est une question qui a été traitée depuis très longtemps, mais c'est probablement le test de Turing qui va déterminer finalement la réponse. Alors, quelques années plus tard, en 1956, donc c'est là que l'expression intelligence artificielle est née, avec donc un certain nombre d'informaticiens déjà, de mathématiciens, etc. Fondamentalement, donc, les quatre principaux sont John McCarthy, qui est devenu professeur à Stanford, Marvin Minsky au MIT, Nathaniel Rochester était à IBM, c'est l'un des concepteurs des machines IBM, des premiers ordinateurs IBM, et Claude Shannon, qui est le père de la théorie du traitement du signal, qui était chez AT&T. Donc, ils ont voulu se faire financer une école d'été. Ils ont fait une proposition en disant, si on réunissait 10 personnes brillantes, dont eux, bien sûr, pendant 2 mois, à l'été 1956, donc à Dartmouth College, dans le New Hampshire, on pourrait s'attaquer à une question qui est cette question de l'intelligence artificielle. Et le titre de leur proposition, c'était
un projet sur l'intelligence artificielle. Alors, ce projet sur l'intelligence artificielle, c'est donc la première fois que le terme est utilisé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et c'est intéressant de regarder les termes et ceux qui sont soulignés en particulier, il dit que cette étude qu'ils vont effectuer pendant 2 mois part d'une conjecture qui est que tout aspect de l'apprentissage, notez bien qu'ils mettent l'apprentissage en premier, tout aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrite d'une manière tellement précise qu'une machine peut la simuler. Donc, qu'est-ce que ça veut dire décrite de manière précise? Ben, ça veut dire que c'est un algorithme, ou un ensemble d'algorithmes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut définir avec des étapes, et bien sûr, l'algorithme doit se terminer selon la définition de la machine de Turing. Et cette machine, donc, va simuler, et le mot simuler est important, hein, ils ne disent pas que la machine est intelligente, elle va simuler, c'est un peu le test de Turing aussi qui est derrière, simuler cette intelligence. Donc, c'est ça leur programme, et bien sûr, ils visent déjà très haut, puisqu'ils disent qu'ils vont tenter de comprendre comment les machines peuvent utiliser le langage, la langue naturelle, produire des abstractions, des concepts, et puis résoudre en fait toutes sortes de problèmes qui sont réservés aux humains, et s'améliorer. Donc ça, c'est l'apprentissage. Donc, vaste programme, évidemment, en 2 mois, ils n'ont pas réussi à le réaliser, puisqu'on y est toujours. Et non seulement on y est toujours, mais on n'a résolu aucun de ces sujets. Donc il y a quand même une question à se poser 50 ans plus tard, 60 ans plus tard. Alors, assez rapidement, ce programme de l'intelligence artificielle a été critiqué par des philosophes, en particulier John Searle, qui, en 1980, a imaginé une expérience de pensée qu'on appelle la chambre chinoise traditionnellement, pour exprimer que, selon lui, la machine ne peut pas être intelligente, que cette expression intelligence artificielle est un non-sens. Et son expérience de pensée, cette chambre chinoise, elle s'appelle comme ça parce qu'il s'agit du scénario suivant. Donc John Searle ignore le chinois, il se trouve dans une chambre close, et dans cette chambre close, il y a un grand livre qui est un livre qui contient un certain nombre d'instructions qu'il peut lire. Alors, les personnes qui sont à l'extérieur de la chambre chinoise peuvent lui fournir des papiers, des fiches écrites en chinois à travers cette fente, papiers qu'il va lire, et il va comparer les papiers qu'il lit avec ces instructions qui sont dans le livre. Le livre lui dit, si vous voyez cette forme, eh bien, si elle est suivie par cette forme, et si elle est suivie par cette forme, alors écrivez cette forme, puis cette forme. D'accord? Mais lui, cette forme, les formes en question ne lui parlent absolument pas. Et une fois qu'il a terminé son travail, il va fournir la réponse sur une fiche qu'il va mettre dans la fente. Donc, les gens à l'extérieur vont poser des questions en chinois et ils vont avoir des réponses en chinois. Et bien sûr, ils vont penser, ils vont croire que cette chambre chinoise, cette chambre comprend le chinois et même comprend les questions qui lui sont posées, alors que John Searle ne comprend rien à rien. La seule chose qui contient les informations, c'est ce livre. Donc pour lui, ça c'est le modèle de la machine de Turing. On lui donne des données en entrée, elle suit des instructions qu'elle n'a pas inventées, c'est le programme, c'est l'algorithme, et elle fournit des données en sortie. Est-ce que la machine est intelligente? Selon John Searle, l'intelligence est dans le livre. Et le livre, il a été produit par des humains, pas par la machine elle-même. Donc l'intelligence artificielle, pour lui, c'est un non-sens, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que John Searle a raison, puis d'autres qui pensent que John Searle n'a pas raison, et bien sûr, ça donne lieu à beaucoup de papiers. Alors maintenant, on va voir au cours de l'exposé comment se faire une opinion. Donc les domaines de l'intelligence artificielle, c'est comment former des concepts, comment résoudre des problèmes, etc. Ça a donné lieu à une vaste discipline qui aujourd'hui envahit pratiquement
tous les domaines d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Et on peut dire que la focalisation dans l'intelligence artificielle sur l'apprentissage est importante, mais elle n'est pas la seule. Il y a l'apprentissage avec plusieurs composantes de l'apprentissage. Il y a le raisonnement qui n'est pas que de l'apprentissage, c'est-à-dire c'est aussi du raisonnement plus symbolique, plus basé sur des connaissances. Donc comment représenter ces connaissances est une question qui se pose. Donc vous voyez, il y a en fait au sein de l'intelligence artificielle plusieurs domaines qu'il ne faut pas oublier, même si aujourd'hui on est focalisé sur l'apprentissage, le machine learning. Et puis qu'est-ce que c'est que la robotique? Eh bien la robotique fait partiellement partie dans sa... si on enlève la partie mécanique à proprement parler de l'intelligence artificielle, puisque le robot, c'est une entité qui va en fait exprimer des capacités intelligentes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Eh bien, par rapport à l'intelligence artificielle en général, le robot est une machine matérielle. C'est du concret. Et elle est située, elle agit dans le monde réel. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un système d'intelligence artificielle, mais incarné, ou, puisqu'elle n'a pas de chair, incorporé, un néologisme, si vous voulez, qui a un corps. Mais dans ce concept, l'intelligence est considérée justement comme la capacité d'interaction avec le monde réel, et l'interaction, bien sûr, rationnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'interaction avec le monde réel? Ça signifie bien des capacités qu'on va retrouver de manière générale dans l'intelligence artificielle, percevoir cet environnement, agir, se déplacer dans cet environnement, sur cet environnement, prendre les décisions, prévoir à l'avance, planifier, communiquer, interagir avec d'autres entités, des humains éventuellement, et bien sûr apprendre. Mais ces capacités sont contraintes par le monde réel. Et le monde réel, il est variable, il est complexe, il est incertain, il est peuplé par d'autres agents, d'autres entités. Donc il y a tout de suite une composante assez difficile à traiter dans la robotique, indépendamment du fait que le corps physique doit aussi subir les contraintes du monde réel. Et donc quand on travaille en robotique, on est contraint par ce contexte, alors que l'intelligence artificielle, on a des données, on a des systèmes immatériels, et on peut faire des choses qui sont extrêmement performantes. Les robots réels vont l'être moins, du coup. Alors, maintenant, pour unifier les deux perceptions, qu'est-ce que c'est qu'un système intelligent, finalement, selon ce qu'on vient de voir? Eh bien, un système intelligent, d'abord, c'est un système calculatoire, parce qu'il y a un ordinateur au centre, et l'ordinateur fait des calculs, et il est basé sur le modèle de la machine de Turing, donc il traite des algorithmes. C'est ça que ça veut dire un système calculatoire computationnel, ce n'est pas autre chose. Et les algorithmes sont conçus par qui? Pas par la machine elle-même, mais par des humains. En revanche, ils utilisent des données, et ces données sont fournies ou en grande ou petite quantité, ou bien captées par des capteurs, perçus. Et quel est le but de cette machine, de ce système? Eh bien, c'est de résoudre des problèmes, de traiter des problèmes qui peuvent être plus ou moins complexes. Par exemple, prendre cette bouteille, c'est un problème. Hein, et beaucoup de robots ne savent pas le résoudre parfaitement dans toutes les circonstances avec des bouteilles qu'ils n'ont jamais vues, hein, pour dire. Et jouer aux échecs, c'est un problème. Or, il y a un problème de complexité. Donc, j'ai mis ici, dans le jeu d'échecs, il y a environ 10 puissance 50 parties légales. Donc, il faut choisir les bons mouvements pour avoir une partie qui gagne, hein, pour moi. C'est complexe, il y a beaucoup de choix. Le jeu de Go est encore plus complexe parce qu'il y a 10 puissance 600 parties possibles. Donc, vous voyez que cette complexité résulte en fait d'une grande possibilité de choix. Et ce choix, à un moment donné, donc, on ne sait pas le faire. Il faut des critères pour le faire. Et c'est là que va intervenir donc les capacités de décision, d'apprentissage, etc. Donc cette machine peut être munie de capacités d'apprentissage pour améliorer ses performances. Et après, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Ça aussi, c'est un concept polysémique dangereux, parce que quand on l'applique aux êtres humains et aux machines, ça n'a rien à voir, et souvent ça produit des confusions.
Mais si on parle des machines, un système autonome, c'est un système qui, tout simplement, est capable d'effectuer une tâche dans un domaine donné sans intervention d'une autre entité, d'un être humain, malgré quelques variations de cet environnement et de la tâche. Donc il est capable de s'adapter dans une certaine mesure. Et il est autonome donc dans une certaine mesure, dans un certain domaine. Quand on sort de ce domaine, il ne l'est plus. Et c'est en ce sens que les décisions qui sont prises par le système, qui sont des décisions en fait issues de calculs, sont cadrées, mais peuvent être plus ou moins souples, plus ou moins robustes à l'évolution de l'environnement. Alors, 2 mots sur l'apprentissage, je ne mesure pas le temps qui me reste. 2 mots sur l'apprentissage. Alors, ça ne sera pas tout à fait formidable, je vais essayer d'aller. Voilà. Alors, il faut quand même dire 2 mots sur l'apprentissage, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage finalement pour une machine? Alors, on distingue plusieurs types d'apprentissage, supervisé, non supervisé, par renforcement. Je ne vais pas aller dans le détail, je vais vous donner des exemples, mais il faut bien comprendre que l'apprentissage est essentiellement un traitement statistique de données. Essentiellement. Et donc, c'est fondamentalement utiliser des données, en faire une statistique selon certains calculs pour finalement classer, classifier, donner un sens, entre guillemets, à ces données, les catégoriser, les distinguer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut, sur cette base-là, prendre des décisions qui sont mieux informées que les données initiales, qui peuvent être en grande ou en petite quantité. Mais pour cela, il faut faire beaucoup de choses. Et je vous donne ici donc un exemple d'apprentissage par renforcement. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage par renforcement? C'est tout simplement, donc vous voyez ici, il y a un robot qui essaie d'ouvrir une porte et il ne sait pas l'ouvrir au départ. Donc il va faire des essais, essais-erreurs. Dans plusieurs situations, il va en faire des centaines. Et donc il va toujours faire la même action, mais il va modifier l'action petit à petit. Et petit à petit, donc, avec une exploration statistique en quelque sorte des actions qu'il va faire, il va à un moment donné arriver à ouvrir la porte. Donc il va détecter qu'il a ouvert la porte. Ah, donc celle-ci est une bonne action, je vais la récompenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais essayer de la répéter. Mais la prochaine fois, elle ne va pas fonctionner correctement parce qu'il y a des choses qui ont bougé un tout petit peu. Alors je vais ajuster, je vais modifier, et ainsi de suite. Donc il y a un processus d'optimisation qui récompense, c'est-à-dire qui donne un nombre positif, les bonnes actions et qui punit, c'est-à-dire qui donne un nombre négatif, les mauvaises actions, celles qui n'ont pas abouti. Et petit à petit, ce processus d'optimisation, donc le robot agit sur le monde réel, le monde évolue, il perçoit une nouvelle situation, et il y a une récompense qui est associée. Et voici l'équation, peu importe ce qu'elle contient, mais c'est une équation, qui est l'équation d'optimisation, qui maximise la récompense. Et donc, au bout d'un certain temps, le robot apprend à ouvrir la porte. Mais si je change la porte, il faut qu'il recommence. Si à la place d'un bec de canne, je mets une poignée ronde, il faut qu'il recommence. C'est-à-dire qu'il n'a pas appris le concept ouvrir une porte. Il a appris à ouvrir cette porte, ou des portes de ce type-là. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement aussi important à noter. Et bien sûr, on peut appliquer ça à toute autre chose. Par exemple, ici, redresser une bouteille, etc. Mais c'est le même concept. Parlons maintenant de réseau de neurones, parce que c'est l'outil aujourd'hui principal et extrêmement performant, qui ne l'a pas toujours été, de l'apprentissage. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un neurone formel? Je ne parle pas du neurone naturel, celui qu'on a dans le cerveau, mais du neurone formel, c'est-à-dire qu'il y a un modèle mathématique du neurone, un peu simplifié. En fait, c'est une simple fonction de calcul qui est illustrée sur cette figure. Donc, que fait cette fonction? Le neurone tout seul. Elle prend des données en entrée. Donc ici, vous avez des valeurs. Ça, c'est des valeurs en entrée. Donc vous voyez les valeurs ici 0,1, 1,2, 1,4. Ces valeurs ont plus ou moins d'importance, c'est-à-dire qu'elles ont un effet plus ou moins important selon un poids ici, qu'on appelle le poids synaptique, qui va pondérer les données. Donc ce 0,1, il a une importance 1,2 qui est plus grande que le 0,5 pour cette donnée-là. Et celle-ci, en fait, elle a une importance même réduite, puisque c'est négatif.
Et puis ici, il y a quelque chose qu'on appelle le biais qui active en fait le neurone. Je vais passer. Donc, ce neurone, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une somme pondérée de ses entrées. Voilà. Il va calculer. Voici le calcul en fait qui est fait. Il est là. C'est X. C'est la somme pondérée de ses entrées, pondérée par les poids synaptiques. On va trouver 0,44. Une fois qu'il a fait ce calcul, il va appliquer une fonction. Et il y a plusieurs choix de fonctions dans les systèmes qui sont développés. Il y a la fonction qu'on appelle sigmoïde qui est là. Il y a la fonction qu'on appelle rectifieur linéaire qui est là. C'est une fonction linéaire donc qui est positive. Et il l'applique. Donc par exemple, s'il applique le rectifieur linéaire, on va trouver 0,44, la même chose. S'il applique le sigmoïde, on va trouver 0,61. Bon. Et puis, il va émettre ça en sortie. Cette sortie, donc, voilà, il a reçu des valeurs en entrée, il produit des valeurs en sortie, voilà, bon, on est content. Mais cette sortie, elle va où? Ben, cette sortie va en entrée d'autres neurones qui sont ensuite présentes dans le système. Un neurone tout seul, ce n'est pas grand-chose, mais un neurone en réseau, ça peut devenir redoutable. Et surtout s'ils sont nombreux. Et parce qu'à ce moment-là, on peut démontrer qu'on a quelque chose qui peut approximer presque toute fonction mathématique. En choisissant bien quoi? Les poids synaptiques, la structure du réseau, le nombre de neurones et son organisation. Donc il y a des neurones d'entrée, là, des neurones de sortie, ce qu'on appelle des couches cachées. Et le terme apprentissage profond vient du fait qu'il y a de très nombreuses couches cachées, par exemple 100 couches cachées. Or, tout le problème, évidemment, c'est que quand vous avez de plus en plus de neurones et de plus en plus de connexions, vous avez de plus en plus de poids synaptiques différents. Et ce qu'on appelle apprentissage, c'est régler les valeurs des poids synaptiques de façon à obtenir une sortie qui est la sortie désirée. Donc, vous avez des entrées, vous avez des sorties, et vous avez un processus, une fonction d'optimisation plus ou moins complexe, qui va calculer pendant des jours, ça consomme beaucoup de temps et d'énergie, au sens propre du terme, surtout si le réseau est grand, donc pour calculer les bonnes valeurs des poids synaptiques afin d'obtenir les sorties nécessaires. Alors, je vous donne tout de suite un exemple pour fixer les idées, un exemple extrêmement simple. Voici un réseau de neurones profond à une profondeur, c'est-à-dire qu'il a une couche d'entrée, une couche de sortie et une couche cachée. Donc c'est extrêmement simple. Et vous allez voir qu'il fonctionne de manière extrêmement simple. Ce réseau de neurones, je vais le construire pour reconnaître des visages. Non pas identifier, ce n'est pas de la reconnaissance faciale, mais c'est juste détecter si dans une image, il y a un visage, ou s'il n'y a pas de visage, ou si c'est autre chose. D'accord? Donc c'est simple, la sortie, ça va être visage ou pas visage, et l'entrée, c'est des images où il y a des visages ou pas des visages. Donc d'abord, il faut l'entraîner, il faut lui faire apprendre ce que c'est qu'un visage. Et pour cela, donc, je vais lui présenter des centaines d'images dans lesquelles il y a des visages ou pas de visages. Et je vais ajuster les poids synaptiques, donc là, je vais ajuster les poids synaptiques qui sont ici, dans mon réseau, de manière à obtenir en sortie ce que je souhaite. Alors, qu'est-ce qui influence le processus d'apprentissage? Eh bien, tout d'abord, ce sont les données d'entraînement, c'est-à-dire toutes ces images que je vais lui fournir pour dire ça c'est un visage, ça c'est pas un visage, c'est des images annotées. Et bien sûr, si je donne que des visages, par exemple, d'hommes blancs, il va être bien entraîné pour reconnaître les visages d'hommes blancs, mais il va être moins bien entraîné pour reconnaître les visages d'hommes noirs ou de femmes, parce qu'il y a d'autres aspects, disons, qui rentrent en ligne de compte. Donc, les données d'entraînement peuvent provoquer un biais si je ne les ai pas bien choisis, et parfois, les gens ne font pas exprès de mal les choisir, hein. C'est juste qu'ils ont fait ça comme ça. Ils ont pris des choses sur Internet, qui est une base de données, qui est ce qu'elle est, et ils ignorent même ce qu'il y a dedans. Donc, c'est l'un des dangers. Ensuite, le choix des caractéristiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un visage? Ça tient finalement à comment je vais programmer mon système pour ajuster les poids synaptiques, pour effectivement, à partir
du traitement de base des images, parce qu'on va détecter en fait des petites lignes verticales, horizontales, diagonales, etc., les combiner ensemble selon les couches pour aboutir à la définition d'un visage. Et le choix de ces caractéristiques est le choix du concepteur. Et qu'est-ce que c'est qu'un visage ici? Eh bien, c'est tout simplement deux petites lignes horizontales au-dessus d'une petite ligne horizontale aussi, qui est plus bas. Donc ici, dans ma couche de sortie, j'ai en fait les deux yeux, c'est des petites lignes horizontales, et la bouche. Et pour moi, donc, un visage, c'est deux yeux et une bouche pour ce système. Et c'est comme ça que je vais l'entraîner, et il va reconnaître. Donc, les classes, les significations, c'est moi qui les mise. Hein. C'est moi, d'accord? C'est moi le concepteur qui est. Et ensuite, j'ai testé mon système, je lui ai fourni d'autres données pour tester un ensemble de tests. Tout ça influence le résultat, ajuste le fonctionnement du système. Et tout ce processus d'optimisation que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette flèche qui optimise en fonction des valeurs des sorties, est un paramètre important. Et ça, c'est fait par le concepteur, hein, ce n'est pas le système qui l'a inventé. Alors, voilà ce que ça donne, parce que le système ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, vous avez ici un exemple d'image que le système a mal classée, pourtant avec une grande confiance. Hein. Le niveau de confiance, c'est le nombre qui est indiqué. Donc, vous avez un bus de transport scolaire qui est dans la colonne de gauche. En fait, dans la colonne de gauche, vous avez les bonnes interprétations, en quelque sorte. Et dans la colonne de droite, parce qu'il y a des attitudes différentes des objets en question, vous avez des interprétations complètement farfelues pour nous. Mais pour le système, non. Parce qu'en réalité, le système, quand il a appris, vous ne savez même pas sur quoi il a focalisé quand il a regardé les images. Ce n'est pas forcément le bus qu'il a vu, c'est peut-être la neige qui est le facteur, nous on dit neige, mais enfin c'est, disons, une partie blanche de l'image, qui a été le facteur essentiel de l'interprétation. Donc, en fait, les systèmes d'apprentissage profond ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors, je vais aller vite maintenant, parce que, évidemment, j'ai passé beaucoup plus de temps. Et ce que je veux dire, c'est que j'insiste sur le fait que les décisions des machines, tout ce qu'elles font, c'est à un niveau calculatoire, qui est conforme aux algorithmes qui sont conçus par les humains. Elle ne prend pas des décisions elle-même. Et l'interprétation sémantique, elle est complètement hors de portée de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas parce qu'il y a une composante apprentissage avec des mécanismes assez complexes qu'on peut dire « Ah, mais écoutez, c'est une boîte noire, moi je ne sais pas ce qui se passe dedans ». Donc, le concepteur garde sa responsabilité. Alors, en partant de cela, donc, je conclus. Et je conclus avec un slide seulement, donc je vais passer très vite là. Voilà. Je conclus avec un slide. Donc, c'est en ça que donc, beaucoup de déclarations ont eu lieu depuis quelques années sur les problèmes éthiques posés par l'intelligence artificielle, et je vais focaliser ici sur le groupe d'experts européens qui a rédigé un document qu'on peut télécharger sur Internet dans toutes les langues, qui s'appelle « Pour une IA digne de confiance », Ethics Guidelines en anglais, donc des orientations éthiques pour une IA digne de confiance, et qui identifie donc un certain nombre de choses que l'IA doit respecter. Elle doit être licite, éthique, robuste. Elle doit être basée sur des principes éthiques et respecter des exigences, qui sont ici les 7 exigences, qui vont permettre effectivement de dire que le développeur, le déployeur, l'utilisateur aussi, qui a un rôle d'une intelligence artificielle, peut avoir confiance dans le système en question. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir dépassé.